Oui, voici, pour rappel, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Vous avez donc la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Joe Biden a annoncé aujourd'hui un changement. Il veut étendre ce nombre. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui à la tribune de l'ONU à New York. On l'écoute. Nous devons avancer ensemble et pour cela, nous devons construire une organisation des Nations Unies nouvelle et plus inclusive. Nous devons nous adapter à de nouvelles voies et de nouvelles perspectives. Nous voulons reformer et augmenter le nombre de membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et on retrouve notre correspondant Axel Monnier à New York. Bonjour Axel, merci d'être avec nous. Vous avez suivi ces déclarations de très près. On sait que c'est une revendication des États-Unis depuis déjà des semaines. Oui, effectivement, c'est une question de relations internationales, de diplomatie, mais aussi de philosophie. Les États-Unis veulent mieux refléter les nouveaux équilibres du monde. Ils veulent aussi rendre plus efficace le Conseil de sécurité de l'ONU, notamment dans la gestion des conflits que connaît actuellement la planète. Alors c'est vrai qu'il y a quelques semaines, c'était l'ambassadrice états-unienne auprès de l'ONU qui plaidait pour l'entrée de 2 pays africains au sein du Conseil de sécurité, 2 pays africains qui pourtant ne bénéficieraient pas, si c'était le cas, du pouvoir de veto, ce qui limiterait quand même sérieusement la chose. Joe Biden, lui, depuis ce week-end, il pousse pour que l'Inde fasse son entrée au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors ça s'explique évidemment, l'Inde est devenue un partenaire majeur des États-Unis, notamment au sein du Quad. Le Quad, c'est cette nouvelle alliance que les Américains développent depuis quelques années avec l'Australie, l'Inde, donc le Japon et les États-Unis pour contrer la puissance chinoise dans la zone Indo-Pacifique. Le but, c'est donc clairement de faire monter l'Inde dans cette alliance. Et effectivement, l'Inde le réclame depuis plusieurs années. Bref, avec cela, en fait, c'est clairement une philosophie que le vice-président Biden, puis le président Biden a appliquée depuis toutes ces années, depuis une douzaine d'années. Donc, c'est de cesser de regarder vers la vieille Europe, mais de développer de nouveaux partenariats avec d'autres zones dans le monde. Et c'est vraiment l'aboutissement de tout ça qui serait fait à travers le renouvellement du Conseil de sécurité de l'ONU. Merci beaucoup Axel Monnier. Est-ce que l'une des conséquences de ça, c'est l'affaiblissement de la France? Guillaume Roquette. La France elle a proposé la rentrée de 3 pays africains, donc exactement la même proposition en 2015. Et elle se base sur cette proposition-là depuis 2015. Mais on verra que la France n'a pas très envie de partager son siège avec les Allemands, notamment. Ça, c'est un autre sujet. Pour l'Afrique, c'est la France qui était porteuse de cette proposition. Mais si effectivement, il y a dans ce Conseil les membres en général, les membres du Conseil de sécurité, si ça se répand, si les Indiens, si les Brésiliens, on entendra tous, entrent, est-ce que ça va relativiser le poids de la France? Alors, ce qui est certain, c'est que c'est comme ça dans toutes les organisations. Plus il y a de membres autour de la table, et plus il est difficile d'arriver à un consensus. Donc, objectivement, avec ces 5 membres permanents du Conseil de sécurité, parce qu'il faut rappeler qu'il y a d'autres membres du Conseil de sécurité, mais qui, eux, sont tournants, eh bien, ces 5 membres, ils ont historiquement, et en tout cas, ça c'était vrai tant qu'il y avait la détente, entre guillemets, un peu géré les affaires du monde. Aujourd'hui, ce qui fait que ça coince, c'est qu'il y a la Chine et la Russie qui sont en gros contre les 3 autres grands pays, les 3 autres membres permanents qui sont des démocraties. Alors, je ne pense pas que ce soit, par exemple, en mettant d'autres membres du Conseil de sécurité, que cette opposition-là changerait. Ce qui est vrai, c'est que on entend de plus en plus à l'ONU les revendications de ce qu'on appelle un peu abusivement le Sud global, c'est-à-dire les pays qui ne sont pas occidentaux et qui disent mais aujourd'hui c'est nous qui sommes l'essentiel de la population. Est-ce qu'ils ont raison, pardon? Et on n'est pas assez représentés. On est en 2024. Rappelons ce coup de génie du général de Gaulle. La France qui, du point de vue des Américains et des Russes, faisait partie des perdants de la guerre. Disons les choses. Oui. Le génie de Gaulle qui a été d'imposer la France parmi les 5 super grands. Oui, avec l'appui de Churchill quand même. Avec l'appui de Churchill. Oui. Bravo de Gaulle, fantastique. Mais là, toutes ces nations beaucoup plus peuplées, maintenant plus riches, qui disent non, mais c'est notre tour. Ouais. On aimerait voir l'Inde quand même autour de la table. Oui. C'est quand même un pays à 1,4 milliard d'habitants. Quand on voit la petite diplomatie montante de l'Inde sur le dossier ukrainien, par exemple, ce serait intéressant d'imaginer une Inde faisant cette diplomatie tout en étant membre permanent du Conseil de sécurité. Mais il manque quand même il y a une petite triche dans cette affaire. Parce que, alors encore une fois, sur l'Afrique par exemple, les 2 postes permanents, quand on dit membre permanent du Conseil de sécurité, on triche.
parce qu'en fait, les 5 membres du Conseil de sécurité, à commencer par la France, les États-Unis, alors ceux qui sont le plus réticents sont les Russes et les Chinois. Nous, on est prêt à l'ouvrir, effectivement, à l'Allemagne, à l'Inde, etc. Mais aucun des 5 n'est prêt à donner le droit de veto. Or, ce qui fait la force du P5, c'est appuyer sur leur nucléaire, c'est le droit de veto. Et ça, aucun n'est prêt à le lâcher. Donc ça ne changera pas grand-chose. Et après, en revanche, c'est important que... Attendez, certains sont prêts à le prendre. C'est-à-dire, il faut lire ce que dit Olaf Scholz. C'est ce que disait Olaf Scholz à l'époque. Il était vice-chancelier, mais il n'a pas changé de personne. Toujours Olaf Scholz, il est là, il est encore plus puissant, il est chancelier. Alors, c'était en 2018. Et depuis lors, il le pense toujours, il ne le dit pas. Il était ministre des Finances. Il était ministre des Finances aussi. Voilà. Et c'est la déclaration la plus explosive qu'il ait faite, peut-être, est-ce le fond de sa pensée qu'il exprimait une fois au moins. Si nous prenons l'Union européenne au sérieux, elle devrait également parler d'une seule voix au sein du Conseil de sécurité. À moyen terme, le siège de la France pourrait être transformé en siège de l'UE. Est-ce qu'il faudrait partager le siège de la France ? Ça ne pourrait être que le résultat d'un long processus faisant de l'Union européenne une puissance réelle, avec une défense réelle, mais ça serait très long. On ne va pas commencer par ça. C'est un État fédéral, oui, sinon non. Voilà. Donc qui prend la décision ? C'est qui prend la décision ? Qui y va ? Et après, est-ce qu'on est capable de déployer une armée, parce qu'au début, le Conseil de sécurité, c'est ça. Alors, il y a eu la guerre de Corée, etc. Il s'est passé un certain nombre de choses, mais au départ, le Conseil de sécurité, ce sont des puissances qui sont capables d'intervenir pour imposer Est-ce que vous seriez prêt, vous, de partager avec les Allemands ? Absolument pas. Pas le siège de la France, par exemple. L'ouverture, on peut... Non, mais le siège de la France, il parle bien de ça. Bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Il faudrait peut-être que l'Allemagne, pour revendiquer le siège de la France ou pour qu'on le partage avec l'Allemagne, eh bien, l'Allemagne soit capable de faire la guerre. Or, on sait très bien que l'Allemagne a toujours des réticences à le faire. Ça a été une grande discussion. Moi, j'étais attaché de défense à Berlin à ce moment-là, quand ça a été fait. On a discuté pendant 6 mois. Ça a discuté. Il y a eu des campagnes de presse assez agressives contre la France à ce moment-là. Les Français étaient furieux, disons les choses. Voilà. Et lequel l'Élysée était furieux. Voilà. Guillaume, le nationaliste, vous êtes quand même le nationaliste porté le drapeau quand même. Vous êtes nationaliste autour de cette table. Peut-être plus patriote, j'espère, que nationaliste. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la nation, la patrie, c'est la France, c'est pas l'Union européenne. Ou alors, qui concrètement metteriez-vous comme représentant de l'Union européenne ? Et comment organiserait-il son vote ? Il faudrait téléphoner aux 27 Madame von der Leyen membres. Tout à fait prête, à mon avis. C'est bien pour ça que je ne veux pas de ce transfert. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la souveraineté, en particulier la souveraineté diplomatique et militaire, ce sont les seuls qui nous restent. Puisque nous avons abandonné notre souveraineté monétaire, pour de bonnes raisons d'ailleurs. Elle appartient aux nations, pas à l'Europe. Mais moi, je pense que si nous sommes des Européens conséquents, c'est un horizon tout à fait nécessaire qu'il faudrait atteindre. Et moi, les propos de M. Scholz... Je prends la tête. Guillaume Roquette, je prends la tête pendant que vous parlez. Mais évidemment, mais à un moment, il faut... Oui, mais ça, c'est une vision française. Pas la disparition de la France. C'est une vision française. Pas du tout. Pas en même temps. Attendez, une seconde. L'ONU est une organisation multilatérale et on parle là d'avoir un dialogue de superpuissance. De toute façon, certes, la France... un des éléments de la puissance de la France, je ne peux pas le contester, il y a le nucléaire et il y a le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais en attendant, si on veut continuer à peser, il faut qu'on soit le membre déterminant de l'Union européenne au milieu d'autres grandes puissances. Et sinon, nous disparaîtrons et nous serons une entité négligeable. Et moi, personnellement, je préfère une France qui pèse dans une Europe qui pèse qu'un bout d'archaïsme quelque part. Demandez à M. Thierry Breton si la France pèse en Europe. Oui, bien sûr. Et puis, il faut sera notre invité. Il sera notre invité ce mercredi. L'Europe puissance, c'est quand même très franco-centré comme notion. Il ne faut jamais l'oublier. C'est très, très franco-centré. Il y a beaucoup de pays en Europe qui ne veulent pas d'Europe puissance, pour lequel c'est un espace économique et ça suffit très largement. Général Richoux, est-ce que c'est le cours de l'histoire ? Il y a combien de Français ? 66 millions ? 68. 68 millions, voilà. Les Allemands sont plus nombreux. Ils sont 81 ou 3. Ils sont déjà beaucoup plus nombreux. Les Indiens, vous le disiez, 1,5 milliard. Ils ne sont pas au Conseil de sécurité. Les Brésiliens, on peut peut-être le rappeler, Émilie, tous ceux qui poussent à la porte, qui disent « mais nous aussi ». Vous avez le président sud-africain, notamment Cyril Ramaphosa, qui dit « Nous demandons et exigeons de participer sérieusement au Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'est pas possible que l'Afrique ait une participation de seconde zone. » Et puis vous avez aussi le président Lula, le président brésilien, donc, qui s'est exprimé. Écoutez-le. L'exclusion de l'Amérique latine et de l'Afrique des sièges permanents au Conseil de sécurité est un écho inacceptable des pratiques de domination du passé colonial.
Nous approchons la fin du premier quart du XXIe siècle avec des Nations Unies de plus en plus vidées de leur substance et paralysées. La démographie, rappelez-vous, sous Napoléon, la France était le peuple le plus peuplé d'Europe. Aujourd'hui, 25 millions, je crois, à la fin du XVIIIe siècle. Voilà. La démographie commande. Mais toujours est-il que, oui, cette réforme, elle semble inévitable. La réforme onusienne, puisque dans la mesure où son fonctionnement date peut-être d'une autre époque. Et on voit bien que les Américains ont envie de piloter cette réforme, d'en être maître. Notons quand même que tout ça mettra beaucoup de temps, dans la mesure où il faudra... Ça vous rassure ? Oui, en un sens, oui. On est face quand même à une organisation qui semble péricliter, dont le... Voilà, je n'osais pas, je préférais un euphémisme, dans laquelle quand même peu se reconnaissent, dont le poids ou les décisions peuvent être souvent soumis à des critiques, dont l'efficacité, je n'en parle même pas, ni le modèle idéologique qu'elle a décidé de suivre. Et toujours est-il que ce type de réforme, si elle... Mais est-ce que vous partagez le cri du cœur de Guillaume Roquette qui disait, moi, patriote français, ça me gêne d'imaginer que c'est Madame von der Leyen, Madame machin chose, machin truc, qui représentera les Mais c'est pas que ça gêne, c'est impensable. Dans une Europe qui n'est pas une Europe puissante. Ce que l'on décrit là, c'est un format d'une Europe fédérale qui serait les États-Unis d'Europe. Alors je retourne à ce moment-là, on peut en discuter. Mais tant qu'on a une Europe qui est elle a été bâtie sur une puissance économique. Je partage un autre cri du cœur de Guillaume Roquette qu'on n'a pas exprimé là. On a un autre problème à l'ONU dont on n'a pas parlé, mais qui est criant. C'est le problème, en dehors du Conseil de sécurité, des majorités automatiques, principalement animées par le Sud global, qui sont l'apanage des pays qui sont à peu près tous des dictatures et qui prennent des positions qui sont inacceptables pour nous Européens, pour nous démocrates. Et ça, c'est l'autre problème de l'ONU. Donc, vous voyez, on est entre les deux problèmes. Manque de légitimité d'un côté, majorité automatique inacceptable de l'autre. Et ils ont de nouveau la majorité démographique. Rachel Binas. Non, pour revenir en effet à la question que vous me posez, bien sûr que je partage plus que l'inquiétude, c'est pas que ça me dérangerait, c'est que pour moi c'est impensable. À l'heure en plus du retour des nationalismes au sein des pays qu'on aime à commenter, penser que l'Union européenne serait une formation comme ça, une espèce d'horizon, de monde commun, exactement, où on ne ferait plus qu'un peuple, qui y croit aujourd'hui? Je pense personne, même pas Madame... Pardon, mais je voudrais pas l'exprimer, mais Darius n'était pas très rassuré quand on a démarré l'émission. Il disait, oh mon Dieu, la France ne va plus rien peser. Ah mais c'est un révélateur. Il n'y a pas que Guillaume Roquette, fragilisation française, bien sûr. Mais la France pèsera si elle assume son rôle. Donc c'est pour ça que en 2015, elle a proposé justement de faire rentrer au Conseil de sécurité comme membre permanent, mais sans le droit de veto, des pays africains et des pays, pour que, évidemment, les 3/4 des discussions sont en général sur le continent africain, le proche et Moyen-Orient. Donc c'est quand même pas très logique qu'ils ne soient pas partie prenante de manière quotidienne dans l'élaboration des politiques internationales, ou en tout cas qu'il n'y ait pas les pays qui représentent ces continents qui soient là de manière permanente. En revanche, qui sous l'influence de la Russie et l'autre sous celle de la Chine. Oui, mais c'est pas grave. Après, ça c'est les conseils. Là, justement, c'est pour ça qu'il y a une différence entre membre permanent et la question du veto. L'actualité